Non, t'as pas besoin de clap. Bah si, parce que Si, ça faut fait qu'il média synchronise. synchro, même si c'est une synchro auto. T'as les sons témoins. Ouais, mais des fois que les sons témoins ils soient ridicules. C'est son running truc. C'est mon running trop. C'est ton running truc, mec. Ouais, de faire le clap sur internet, je vois. Vas-y. C'est ta petite lubie. Non, mais moi, je préfère qu'on me dise que c'est ta lubie que. Non, non, vraiment, c'est très utile. Et on se retrouve pour un entretien qu'on a eu avec Yann Gonzalez le lundi 30 janvier pendant le festival de court-métrage de Clermont-Ferrand. Non. Si. Bah non, mais c'est nul. Bah, C'est nul, bah, manque d'énergie et tout. Et on se retrouve avec Yann Gonzalez, Aidos. Bah oui. Ok, ce qui vous attend, c'est un entretien exclusif avec Yann Gonzalez, réalisateur de Hideous, qu'on a rencontré pendant le festival de court-métrage de Clermont-Ferrand, pour lequel il a eu le Grand Prix Labo. Donc on a été très content de le recevoir, et puis on vous laisse découvrir ça. Enjoy. Earlier you told me about a dark heart. What is that? I know it was created from fear. Fear of being judged, fear of others, fear of being different. Shit. Qué guapo eres. Radical honesty might set me free if it makes me hideous. On est de retour, le micro est déjà allumé. Tout est prêt, et nous ne sommes plus que deux. Voilà. Il n'y a plus un vide ici. On a un invité, on en parlait au début du live. Donc on est avec Yann Gonzalez, qui est réalisateur, qui a un film en compétition Labo, qui s'appelle Hideous, pardon. L'accent anglais n'est pas encore au Comme point. français. J'ai mis un peu de temps aussi avant de bien le prononcer, t'inquiète pas. Et donc, alors c'est le film de cette année, on va en discuter. Mais globalement, qui es-tu, Yann Gonzalez ? Oula, ça, c'est une vaste question. Je me la pose tous les jours. Bah écoute, moi je fais des films depuis 15 ans. J'ai fait pas mal de courts-métrages, et puis des clips et deux longs-métrages. Les Rencontres d'après minuit qui est sorti en 2013 et Un couteau dans le cœur en 2018. Ouais. Mais voilà, pour moi, le court, c'est un film. Enfin, faire un court-métrage, c'est faire un film à part entière. Et par exemple, ce film-là, Hideous, m'a demandé presque autant de travail qu'un long-métrage, en fait. C'était autant de pression, autant de travail, autant de passion que sur un long. Donc voilà. Moi, je me souviens que j'ai découvert ton travail il y a une dizaine d'années. Je pense qu'il y a 10 ans pile. Ça me rajeunit pas. Bah, pour dire, j'étais jury jeune à Côté Court, donc le festival de Pantin. Okay. Et c'est là que j'ai découvert Nous ne serons plus jamais seuls. C'est à peu près ça le titre. Ouais, c'est ça, exactement. Qui était un film en noir et blanc, je me souviens. Mais j'ai vu très aussi, musical aussi. Ouais, c'est vrai. Où c'était en soirée, je me souviens que c'était un truc comme ça dans une soirée, et j'ai vu dans l'interview que tu as eu là pour le festival du court-métrage que tu parlais d'un film qui a été diffusé ici à Clermont-Ferrand en 2008. Ouais. Et où tu as été hué, c'est ça Ouais, c'est ça, un film qui s'appelle Je vous et petite fille. Et bon, pour rien vous cacher, je pense moi-même que c'est mon pire film. D'accord. Tu es d'accord avec le public alors. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui je serais capable de huer ce film, mon propre film. Mais non, il y a des choses que j'aime beaucoup dedans et je suis très fier notamment de la performance de l'actrice principale avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelle Kate Moran, qui est une actrice géniale qui, je trouve, ne travaille pas assez. Mais mais ce qui est beau ici, c'est un peu les jeux du cirque. Le public est hyper réactif, la salle est vivante, quoi. Et je trouve que ça fait du bien. Moi, je voulais pas forcément revoir mon film hier, mais en même temps sentir un peu la salle vibrer avec son film. Je trouve qu'une salle pleine, parce que toutes les salles sont pleines, c'est
hyper agréable. Donc j'étais vraiment content de revoir déjà toute la séance hier. Et, en plus, cette séance labo était super, il n'y avait que des bons films. Et bon, j'étais pas... Finalement, c'était agréable de revoir mon film que j'aime pas trop faire en général. Au bout de 2-3 fois, quand tu t'en peux plus. Puis tu vois plus que les défauts, évidemment, quoi. Mais bon... Ouais, alors, Quels sont les défauds pour toi de ton cours? Il y a plein de petits détails, de petites choses. T'aurais dû utiliser une autre lumière. Oui, ce genre de choses. Mais là, ça va parce qu'on a quand même beaucoup bossé au montage. C'est un projet qui a pris pas mal de temps. Moi, j'ai fini de l'écrire en décembre 2021 et on l'a tourné entre septembre 2022 et janvier 2020. Entre septembre. J'ai fini de l'écrire en décembre 2020, pardon. Okay. Et on l'a tourné en septembre 2021 et on a eu un petit souci de pellicule, donc on a dû refaire une journée de tournage en janvier de l'année dernière. Voilà, c'est ce qui arrive quand on tourne en 16 ou en 35. Il y a un petit souci sur toute une journée. Ouais. Mais voilà, c'était mon premier projet en Angleterre, en langue anglaise. Je m'étais mis une grosse pression. C'est un artiste que j'admire. C'est une commande du chanteur Oliver Sim. Ce qu'on avait compris en se renseignant un peu sur le film. Pour savoir l'origine, pourquoi une comédie musicale, au départ, c'était vraiment 2 clips que je devais tourner pour lui. Et puis, peu à peu, ils m'ont demandé d'écrire un 3e clip et là, naturellement, c'est devenu un vrai petit film de fiction, une vraie comédie musicale en fait. Même si on l'a pas formulé comme ça tout de suite, mais elle s'est imposée d'elle-même. Et du coup, moi, je suis très lié à la musique. Je suis vraiment un obsessionnel de musique. Et mais tu fais de la musique toi-même, non ? Non, malheureusement, mon frère a pris tous les dons musicaux. Moi, d'accord. Toi, c'est le cinéma, du coup. J'écris des paroles pour lui. Il a un groupe qui s'appelle M83. Mais non, malheureusement, je suis pas doué. J'ai fait 10 ans de piano, mais c'était une catastrophe. Ah oui. Au bout de 2 ans, il était déjà plus fort que moi. Donc, c'est comme ça. C'est cruel. Les injustices de la vie. Mais j'aurais adoré faire la musique. Donc voilà, je fais des films. Tant bien que mal. Des films où la musique peut avoir de l'importance. Tu t'en parlais sur Nous ne serons plus jamais seuls, déjà, où il y avait cette question-là. Ouais. J'essaie, disons, là, quand j'ai une commande comme ça, j'essaie vraiment de traduire en images les émotions que la musique produit sur moi. Et là notamment je trouve que dans la musique d'Oliver Sim, il y a des émotions absolument dingues, des messages très forts. Et donc pour moi, ma responsabilité, c'est vraiment de traduire avec mon regard, avec ma sensibilité, tout ce que je ressens en écoutant sa musique, ses paroles, son histoire, parce que c'est vraiment très très personnel ce qu'il raconte. C'est des chansons qui parlent du fait de se sentir comme un monstre, de sa séropositivité, donc vraiment des choses assez lourdes au départ. Et l'idée, c'était vraiment de rendre ça un peu plus léger aussi, de faire une espèce d'objet pop pendant lequel on allait prendre beaucoup de plaisir pour justement faire passer ce message qui aurait pu être un peu trop pathétique, peut-être. Essayer de le rendre léger pour le rendre d'autant plus émouvant, quoi. Non, mais on le comprend pas tout de suite en plus de. C'est vraiment la toute fin, ouais. C'est ça et moi, j'ai loupé le moment clé. Et j'ai juste parce qu'en fait. Après, je voulais pas que ça soit une chute non plus. Mais... En plus, je note pendant les courts-métrages, je prends beaucoup de notes, donc j'essaie de suivre en même temps. Et c'est dangereux, ça. Est-ce que mais au final, tu fais partie des gens qui font chier tout le monde avec leur téléphone portable en prenant des notes. Non, je crois qu'on était à l'arrière de la salle ou ça va. Mais en général, t'es pardonné. Pour pas déranger. Et je notais, j'étais en mode c'est intéressant, il y a des tableaux, ça peut parler. C'est bizarre, ça. Je notais, ça parle de homosexualité, mais c'est bizarre. Vu qu'on arrive, il y a d'autres personnages LGBT, mais pourquoi il y en a qui sont pas des monstres? Et je me suis dit peut-être parce que ça parle du HIV et tout ça. Et le lendemain, il me dit mais non, mais en fait ça parle de ça. Et en fait j'ai loupé le moment où il dit parce que je explicitement. Oui. Mais moi je l'ai loupé, j'étais en train de faire mes théories.
Et c'était ouais, ça marche énormément bien en fait de savoir pour qu'est-ce qui le rend si hideux. Après, la métaphore du monstre peut fonctionner sur beaucoup d'autres choses. Pour moi, elle est polysémique. Hein. À la base, je me disais c'était peut-être juste le côté LGBT parce qu'il avait l'air d'être dans un milieu familial qui est pas forcément qui est plutôt un peu traditionnel quand on regarde dans les images et tout ça. Donc ça va. Oui, parce que moi je me disais, j'avais ce truc justement j'ai grandi dans un milieu familial traditionnel et en tant qu'LGBT c'était en mode ouais c'est un peu monstrueux et donc je pensais que c'était ça au début et puis après on apprend et tout. Non c'est plutôt il y a un déroulement logique à tout ce qui se passe. C'était vraiment maîtrisé. Moi j'ai vraiment beaucoup adoré, que ça soit esthétique aussi qui prend beaucoup à tous les toute la Hammer, les récits pulp et tout ça. Moi, j'adore ça. L'intro qui les contes de la crypte. Ça m'a rappelé ça. Moi, j'ai adoré. Moi, j'étais en mode c'est trop bien. C'était. On s'est vraiment éclaté à le faire. C'est un projet sur lequel j'avais des contraintes parce que c'était une commande et en même temps, je crois que je me suis rarement senti aussi libre. Parce qu'avec Oliver, on a énormément de références en commun sur la culture pop, sur les films d'horreur. Tu parlais de la Hammer. Et le fait d'être en Angleterre, de tourner à Londres, pour moi, c'était normal d'aller vers ce type de films qui sont vraiment cultes, qui ont marqué mon enfance. Moi, les premiers films d'horreur que j'ai vus, c'était les films de la Hammer, Le Cauchemar de Dracula, les films de Terence Fisher. Donc, rendre hommage un peu à ce côté horreur gothique aussi. Et en même temps, il y a plein d'autres influences aussi. Il y a Carrie de Brian De Palma, auquel il y a un gros clin d'œil. Il y a c'est quoi exactement le clin d'œil parce que c'est le moment où les personnages, toute son équipe se moque de lui quand il se transforme en monstre. Ah oui. Par rapport à ça. Et on a un peu des visions kaléidoscopiques des personnages qui se moquent de lui, vraiment comme dans Carrie de Brian De Palma. C'est un peu trop littéral le clin d'œil pour le coup, mais on pouvait pas s'en empêcher. On adore tellement ce film. Dans un aspect un peu clip, tu peux te permettre c'est ce que de disséminer quelques références par-ci par-là. Non, c'était vraiment esthétiquement, moi j'ai adoré. Hein. C'est même tous les monstres sont à peu près pareils, mais ont quelques différences. Ouais, ils ont des couleurs différentes. Le make-up est vraiment très cool. On a bossé avec vraiment les meilleurs prothésistes et effets spéciaux d'Angleterre. Hyper content. Un mec qui s'appelle Dan Martin, qui est fantastique, qui a bossé un peu sur tous les gros films d'horreur anglais de ces dernières années. Et là récemment sur Yerwig de Lucilla Dialovic qui vient de sortir en salle, qui est un film assez impressionnant. Okay. Vu que tu as l'habitude de travailler sur des clips aussi, est-ce que parce que là, on part d'un projet de clip, mais on finit sur un court-métrage. Quelle différence tu vois entre travailler un clip et ce qui a été fait sur ce court-métrage-là ? Je dirais pas une énorme différence, parce que pour moi, je crois que j'aime quand il y a une petite narration dans un clip. Donc je vois toujours le clip comme une espèce de petite histoire, de petit film. Et j'imagine toujours, même si... dans 95% des cas, il va être vu sur le net ou sur un ordi ou sur un téléphone portable. Je m'efforce toujours d'imaginer le résultat sur un grand écran, en fait. Pour moi, c'est hyper important d'imaginer le film projeté, en fait. Sinon, j'ai un peu du mal à le visualiser, quoi. C'est vrai que quand tu réalises, tu te dis toujours, ça va être soit sur un grand écran, soit sur le cinéma. Mais c'est vrai que maintenant, on vit dans une époque où il y a beaucoup de choses qui se regardent sur des tout petits écrans. Oui. Alors, et le film a atterri là, au final, sur une plateforme, sur Mubi, ce qui est super, parce que du coup, c'est une visibilité énorme. Le film est vachement vu. Et puis il fait pas mal de festivals quand même, donc il est aussi vu sur grand écran, mais ça reste minoritaire, quoi. C'est toujours le court-métrage est toujours compliqué à rendre accessible, en fait. Les cinémas sont pas trop intéressés par faire de la diffusion de court-métrage, à moins de faire des sections exceptionnelles en mode tiens, aujourd'hui on va faire du court-métrage pendant une après-midi, on va faire une carte blanche pour un réalisateur, donc c'est toujours un peu compliqué. Ça a des avantages et des inconvénients de pouvoir avoir maintenant des plateformes qui diffusent du court-métrage, mais c'est vrai que c'est un peu... on a toujours je pense que quand tu crées une image, tu as toujours un petit passement au cœur quand même de te dire ah ouais, ça finit sur quelque chose qui est pas plus grand que ma main. Ouais. Donc tu te dis ouais, mais j'ai pensé, il y a des petits détails là, ils vont pas les voir ici et tout.
c'est toujours une question un peu compliquée, mais bon, c'est... Surtout quand tu vois le succès là d'une manifestation comme Clermont-Ferrand, les salles archi pleines, tu te dis putain, mais il y a un tel désir pour le cours. En même temps, ça donne vachement d'espoir. Un moment où les salles traversent quand même une crise aiguë, on se dit bon, il y a quand même toujours du désir pour la salle, pour le collectif, voir les films en communauté. Moi, voilà, là, c'est vraiment, c'est hyper vibrant, vivant, comme je l'ai dit tout à l'heure, quoi. Ça fait vraiment du bien. Puis Clermont, résultat, ça ouvre à plein de par les compilations qu'ils font à chaque séance, tu tombes sur des courts-métrages que peut-être tu n'aurais jamais vu juste en lisant le synopsis, surtout qu'il y a des synopsis qui sont un peu obscurs. Parfois, qui sont un peu obscurs et qui te donnent pas envie, donc tu vas regarder le court-métrage et des fois tu as des bonnes surprises. Nous c'est sûr, ça arrive souvent. Des fois non. On voit des belles choses. On voit des belles choses. Mais ouais, c'est très cool. Nous, ça fait 4 ans qu'on vient au festival de Clermont-Ferrand et on prend une semaine à regarder ce qui se fait, ou même ce qui s'est fait, parce qu'il y a des séances qui sont très cool au niveau pour découvrir des classiques. Ouais. Et c'est vraiment une chouette expérience. Et là, on parlait de la question des écrans, parce que je me disais, il y a des clips maintenant de plus en plus qui sont narratifs et qui vont même se faire en 2 ou 3 parties. Ouais. Mais vous, ça s'est pas du tout posé cette question de le sortir comme ça, ou est-ce que c'était pas une volonté de sortir sur grand écran, ou en fait, si, il y a 2 clips qui sont sortis, qui sont issus du film, mais pour moi, je suis un peu frustré qu'on les voit comme ça séparément. Ouais. Donc il y a la deuxième et la troisième chanson qui sont sorties avec les morceaux qui leur correspondent, enfin les morceaux du film qui leur correspondent. Mais évidemment, moi j'ai envie que les gens voient le film en entier, quoi. C'est comme si l'histoire était tronquée. Donc c'est un petit peu frustrant. Mais résultat, je me posais la question, les morceaux sont quand même raccourcis pour le court-métrage ou Pas du tout. Pas du tout. Pas eu l'impression. Non, ils sont vraiment dans l'intégralité, à part le morceau du générique de fin, qu'on a coupé un tout petit peu avant la fin. Mais c'était assez court, mais c'est peut-être moi, j'ai pas vu le temps passer. Ça c'est une bonne chose. C'était trop bien, c'était trop bien. Ouais. Non, Bon, j'ai bien fait de venir. On était allé sur cette séance vraiment à la base pour aller voir ton cours en soi. Oui, parce que clairement. Alors Kevin aussi un peu, mais moi mon truc, c'est vraiment le film de genre, et c'est très rare de voir du film de genre justement au festival de Clermont. Il y a la séance Blood là qu'ils ont fait là vendredi, mais je vais pas pouvoir y aller parce que c'est mon anniversaire. C'est la séquence des films taïwanais, c'est ça ou non? Des films taïwanais de genre, ouais. De genre. Moi j'adore le film de genre, donc voilà. Moi aussi. J'adore les comédies musicales. Donc il y avait marqué comédie musicale et j'ai lu le résumé, je savais que ça allait te plaire. Avec la photo où ils sont couverts de sang. Ouais. En mode, ok, vas-y, on va voir ça. C'était une bonne surprise. Moi, j'ai beaucoup aimé l'esthétique. Vraiment. Merci. Je tire mon chapeau aussi. J'en profite pour tirer mon chapeau au chef-op Vincent Biron, qui est un chef-op québécois qui a fait un boulot extraordinaire sur ce film. Vraiment une rencontre géniale. J'espère qu'on va retravailler avec des changements ensemble à l'avenir. Ouais. Et donc, vous avez tourné sur pellicule? Alors, on a tourné. Toute la première partie en noir et blanc est tournée en 16 mm. Ouais. Et après, c'est essentiellement du 35. Et juste quelques parties en vidéo vintage. On a travaillé avec des grosses caméras vidéo qui étaient utilisées sur les talk-shows des années 90. Parce que effectivement, il y a une vieille émission. C'est pas juste on a essayé de l'esthétique, il y avait vraiment. Non, on a vraiment navigué entre les caméras pour avoir vraiment quelque chose d'à la fois intemporel et marqué dans différentes temporalités et un peu intemporel, vraiment comme une sorte de conte en fait musical. Le chef-op et le directeur photo qui ont dû adorer avoir accès à une possibilité comme ça pour réaliser. Ouais, il s'est éclaté. C'est vraiment un gars génial. Et ça a représenté combien de temps de travail à peu près ça au niveau de tournage, sans compter pré-prod et post-prod? Au niveau de tournage, 7 jours, 6 jours. 6 jours.
je crois que c'était 5 jours en septembre, plus la journée de reshoot, mais qui nous a permis de tourner l'introduction qu'on a imaginé entre les deux tournages en fait. L'introduction avec Bimini, qui est une célèbre drag queen qui a fait le RuPaul's Drag Race en Angleterre et qui est vraiment très très célèbre en Angleterre. Okay. D'accord. Ah non, l'intro elle est géniale. Ouais, du coup on était content finalement qu'il y ait un reshoot pour pouvoir faire ça parce que ça vraiment ça lance le film et c'est cool. Oui. Puis moi, vous êtes trop jeune pour avoir connu ça, mais quand j'étais gamin, tous les films d'horreur qui passaient sur la 5 à l'époque étaient introduits par une espèce de Elvira à la française qui s'appelait Sangria. Ah oui, effectivement, je connais pas. Ouais. Qui était une espèce de prêtresse gothique avec quelque chose d'un peu vénéneux et d'érotique dans sa manière de présenter les films. Donc moi, à 6-7 ans, tu vois, j'étais hyper marqué par ça. Donc c'est un peu un hommage aussi à Sangria. Ça a perdu un peu ce genre d'esthétique au fil des années. Il y avait Canal qui faisait un peu des intros un peu comme ça de films dans les années encore 90. Si je oui, c'est autour de 90 que ça s'est perdu. Le fameux Jean-Pierre Dionnet. Ouais, non, mais voilà. Et c'était moi, je sais que j'avais encore ça. C'est un peu ce qui m'avait fait mon cinéma. Et c'était très culte à l'époque. Maintenant, tout ça un peu aseptisé. Ça, c'est sûr qu'avec Bolloré à la direction de l'antenne, c'est compliqué, quoi. Mais c'est une autre phase, on va dire. mais ouais, c'est impressionnant tout ce qui a été déployé. Donc résultat, c'est que du studio. C'est que du studio, à part il y a quelques séquences dans la rue en noir et blanc, et le moment où il y a pas mal de figurants, une espèce de fête qui se passe sur un toit en fait, une espèce de plan assez long en subjectif, qui a été tourné sur un toit. C'est vraiment un toit. Ouais. Je croyais que c'était dans le studio. Non, c'est vraiment tourné sur un toit. Okay. Ouais. Ok. Non, c'est impressionnant. Non, mais merci, je prends. Ouais. Et moi, ce que je me demandais aussi, c'est parce que pour toi, c'est un retour au court-métrage, en fait. Ouais, mais c'est un retour. Moi, le dernier long que j'ai tourné, c'est un film qui est sorti en 2018, Un couteau dans le cœur, et j'ai fait plein de petits formats depuis, à la fois des clips. Là, je viens de tourner un cours porno. Ouais. Ça fait du cours porno. Et écoute, une histoire, je sais pas. On va dire une chorégraphie. Je viens de tourner un clip pour mon frère qui est sorti il y a 3 semaines aussi, pour M83. Donc moi j'adore faire des petits formats comme ça. J'ai l'impression d'alterner de toute façon depuis le début entre long et court, parce que c'est tellement galère de tourner un long métrage, ça prend tellement de temps que j'ai besoin de tourner en fait. J'ai besoin de tourner au moins un film par an, qui soit court ou long, quoi. D'accord. Ouais, c'est vital. C'est vraiment vital, parce que si t'es juste là à attendre les financements ou à attendre de finir l'écriture d'un scénario qui de toute façon sera jamais parfait, tu t'en sors pas, quoi. C'est vraiment les travaux décisifs, quoi. Ouais. T'entreprends quelque chose qui finit toujours par être recommencé, non. C'est trop dur, donc il faut rester dans la joie des rencontres, des tournages, même si c'est des petits tournages. C'est toujours des choses à essayer, en fait, à tenter, à expérimenter. Et pour moi, le court-métrage, c'est un laboratoire, quoi. Le court-métrage, le clip, c'est vraiment des moments où on est peut-être encore plus libre que sur un long, quoi. Oui, c'est vrai. Je vois Madame Sel qui dit dans le chat... J'adore, c'est ce qu'on nous dit dans le chat. Beaucoup de choses. C'est vrai que tu fais plein de choses différentes. Là, c'est quoi la suite pour toi ? Là, je suis en train de finir ce petit cours porno, mais que j'ai co-réalisé avec un ami qui s'appelle Alain Garcia Vergara. Et on aimerait faire une espèce de compilation de cours porno. Comme par vous ? Ouais.
Ouais. Et à chaque fois, c'est des films qui sont basés sur une musique. Donc là, on a choisi une musique de 11 minutes. Donc c'est un porno de 11 minutes. Donc toujours l'importance de la musique. Ouais, toujours l'importance de la musique. Et on aimerait faire une sorte de mixtape porno, en fait. Choisir plein de morceaux qui, à chaque fois, vont donner naissance à un fantasme. Donc on aimerait... là, on en a tourné un. On aimerait en tourner d'autres. Et au final, avoir un film de peut-être 50 minutes, 1 heure. Intéressant. Ouais, il faut qu'on trouve des sous maintenant pour faire la suite. Toujours. Là, on a trouvé des sous pour le premier. Bon, ça va peut-être prendre 2-3 ans, on va voir. Et je finis d'écrire un long métrage que j'aimerais tourner. Je voulais le tourner cette année, mais je pense que ça va être compliqué. On commence à peine à chercher des financements. Donc probablement l'année prochaine. Et là, je pars sur un projet documentaire aussi, sur un cinéaste underground gay des années 70-80 qui s'appelle Kurt McDowell, pour lequel j'ai une passion folle. C'est quelqu'un qui a réalisé notamment un long métrage très culte qui s'appelle Thundercrack, qui est une espèce d'orgie bizarre dans un château. C'est une sorte de proto Rocky Horror Picture Show avant la lettre. Un peu porno, ouais, il y a des moments un peu porno. Bah, je sais pas, je m'identifie vachement à ce mec. Donc je commence à peine à travailler là sur ce projet documentaire autour de lui. Il est mort du sida au mi-temps des années 80, mais c'est une figure passionnante. Il a fait énormément de courts-métrages, quelques longs, et c'est vraiment pour moi une figure culte de l'underground américain, quoi. Ah oui, docu post-mortem, c'est difficile à retrouver des archives ou à enquêter sur quelqu'un qui a disparu. Je vais partir un peu à la recherche des survivants de sa troupe. Il tournait avec une troupe d'acteurs, dont sa sœur. Il a fait tourner sa sœur dans des séquences assez explicites, donc c'est quand même très particulier, quoi. C'est un peu familial. Ouais, c'est ça. On n'a pas les mêmes week-ends en famille. C'est ça. Non, pas vraiment. Ok. Non, ça peut être ultra intéressant comme documentaire. Bah écoute, on va voir. Pour l'instant, c'est encore balbutiant, mais je pars aux États-Unis pour commencer à rencontrer des gens là dans quelques jours. On va voir ce que ça donne. Ouais. Même celle qui arrive, qui est prévenue dans le chat, qui fait partie du collectif aussi. Salut. Notre régie qui n'est pas là, qui n'est pas notre régie, qui est photographe cette semaine. Je vais faire un peu le psy, parce que du coup, tu disais que sur Hideous, au final, qui était une commande notamment d'Oliver Sim, il y avait une volonté pour lui de se représenter, mais que finalement ça te représente aussi un peu, forcément. Et j'imagine que du coup avec Kurt McDowell, c'est ça? Ouais. Il y a aussi des choses où tu vas te projeter forcément, où tu vas faire le portrait de quelqu'un, mais qui, par certains aspects, va aussi être toi. Bien sûr, c'est quand on fait le portrait de quelqu'un, c'est qu'il y a une résonance. Donc, ouais. Je pense que je vais aller chercher des choses très intimes chez Kurt McDowell, comme je l'ai fait avec Oliver. C'est vrai que l'enfant dans le clip d'Oliver, par exemple, c'est à la fois Oliver et moi, quoi. C'est cet enfant queer, gay, qui a grandi dans les années 90 pour Oliver et dans les années 80 pour moi, et qui tout à coup s'identifie à quelqu'un qui voit à la télévision. D'avoir vécu les mêmes choses. Ouais. C'est important. Et qui se libère aussi par rapport à une image, en fait. Ouais. À l'image d'une personnalité. Niveau icône, on n'en avait pas tant que ça au final dans les années 80. Dans les années 80, il y en avait moins que dans les années 90. C'est exponentiel, heureusement, quoi. Mais... Ça va mieux maintenant, mais c'est vrai que moi je sais que j'en avais que 2 ou 3 des icônes qui me disaient « Ah, regardez, il est un peu comme moi, lui. » Mais pas beaucoup au final, surtout que quand tu es dans un milieu un peu tradi, les gens vont pas mettre la télé sur ces personnes. Ben ouais, c'est sûr. Mais du coup, il faut les inventer. Et voilà, de fait, Oliver en devient une. Oui, c'est ça, c'est que tu as conscience que quand tu filmes Oliver, en fait, tu recrées une figure comme toi, tu as eu besoin d'en avoir aussi. Exactement, et j'espère que voilà, c'est un morceau, un clip, des chansons qui vont toucher aussi un jeune public qui va pouvoir s'identifier à lui, quoi. Ah non, mais ça marche bien, c'est très touchant, et l'enfant qui joue des bonnes expressions, il prend bien l'image, et non, vraiment il y a un travail
que ce soit le cast, les décors. Moi, j'ai trouvé ça très impressionnant. Ouais, on s'est vraiment beaucoup amusé, notamment sur le casting. L'apparition à la fin du clip de Jimmy Somerville. Extraordinaire. Extraordinaire. Faut qu'on en parle parce que comment c'était avec Jimmy Somerville. Parce que quand il est arrivé, je crois qu'on a tous les deux bugué un peu. Qu'est-ce que on n'avait pas vu le cast. Après, on regarde le programme, on fait ah ouais non en fait. Bix et compagnie, j'étais en mode pourquoi comment il a atterri là du coup il fait un featuring sur une sur une des chansons d'Oliver et moi quand j'ai écouté la chanson j'en revenais pas que ça soit lui. Oliver me l'avait pas annoncé donc je me suis dit putain mais c'est Jimmy Somerville ou quoi. Ça veut dire il a fait la même chose en fait du coup. Après il a fallu le pousser un peu pour qu'il apparaisse dans le clip parce que c'est quelqu'un qui vit assez reclus, qui a plus du tout envie d'apparaître sous les sunlights, etc. Mais moi je pouvais pas je pouvais pas faire ce clip sans lui quoi. Son apparition elle est trop bien. Ah ouais puis c'est une crème quoi. C'est un mec tellement adorable, tellement doux, toujours en train de sourire, hyper content d'être là. Enfin. Puis c'est amusé aussi quoi. On l'a vraiment déguisé en espèce de mage, d'ange gardien. Et c'était tout en paillettes. C'était vraiment une grande joie de l'avoir avec nous quoi. Ouais, ça vient bien ponctuer le court métrage. Il arrive vraiment au bon moment et c'est une vraie surprise. Alors c'est vrai qu'en France, il est un peu moins connu par contre. Ouais. Moins identifié par rapport à la carrière quand même qu'il a. Mais il est identifié, mais plutôt par les gens de ma génération. Je pense que votre génération peut-être un tout petit peu moins quand même. Un peu moins quand même. Mais après, oui, vous avez forcément entendu ces chansons par exemple dans 120 battements par minute. Ces musiques sont connues, mais pas forcément. Les gens ne savent pas forcément. Dans un blind test, ils vont dire ah si on connaît, mais on sait pas c'est quoi. Moi, il a marqué mon enfance avec les premiers clips un peu gay friendly, notamment le clip de Smallton Boy dans lequel il observe un mec dans les vestiaires d'une piscine municipale. Moi, je voyais ça, je sais pas, à 5-6 ans, je comprenais pas trop ce qui se passait, mais je pense que mon inconscient a enregistré en se disant bon. Donc voilà, ça, pour moi, Jimmy Somerville, c'est peut-être une des figures auxquelles j'ai pu m'identifier enfant, quoi. Ouais. Donc quelque part, la boucle est bouclée. C'est assez beau, quoi. C'était vraiment très très émouvant pour moi de l'avoir sur le plateau. Ouais, j'imagine. Écoute, nous, je crois qu'on va finir l'émission sur cette belle conclusion. Ouais, on parlait donc de Hideous. Je sais pas si c'est une question, mais du coup, Hideous, qui est le dernier titre dans le film, je sais pas où il est dans l'album. Dans l'album, c'est la première chanson. En fait. D'accord, c'est la première. Donne le titre au film. Non, c'est juste que moi, c'est ce que j'ai préféré des trois musiques et peut-être des trois. C'est un morceau sublime, vraiment quoi. On termine sur en climax. C'est juste ça. Il n'y a pas de question. J'ai adoré le film et en particulier la dernière partie du film. Très bien. Pour le prochain climax porno cette fois-ci, ça sera le 11 mai à la Cinémathèque, projection du court-métrage porno. On va essayer de passer. Voilà. Je fais un peu de pub. Carrément. C'est l'idée. Il passe dans le cadre d'un cycle consacré au cinéma érotique expérimental en fait. Donc voilà, on fait l'ouverture du cycle. C'était programmé un peu à l'aveugle par Nicole Brenez. Et donc voilà, le 11 mai dans la salle Langlois de la Cinémathèque. Le 11 mai. Très curieux. Très curieux. Paris. Ça va être, on va essayer d'y être nous-mêmes. Nous, c'est à côté en vrai. On est pas loin. Oui, ça. Génial. On vous attend alors. Ouais, carrément. C'est ça. Eh bien, écoutez, on va rendre. Merci d'être venu, Yann. Merci pour votre accueil. La discussion, c'était très sympa. Intéressant. Allez voir Hideous dans. Hideous Non, Hideous. C'est définitif. Allez voir I2. C'est Lab 3, ça. Lab 3, exactement. Je crois il y a une séance ce soir. Il y a une séance tous les jours, du coup, jusqu'à la fin du festival. Mais c'est pour nos spectateurs. Voilà, si vous êtes au festival, allez voir Lab 3 et allez voir Hideous, effectivement. Je vais vous dire tout de suite, Lab 3, la prochaine séance. Je n'ai pas de prochaine séance. L'application n'a pas de raison. C'est compliqué, c'est compliqué. Les petits aléas. Écoutez, on vous donne rendez-vous demain à 10h pour un nouveau débrief de Clermont et un rendez-vous à 11h30 avec...
Avec. Demain, c'est Aide-moi avec les prénoms. Garanski, mais Martin Garanski, Jova. mais- Ah, Voilà. ils sont super. Très très beau film. Très très beau on film. a adoré, on a adoré. Et vous allez vous éclater. Ils sont. Enfin, Garance, je la content de connais les recevoir. moins, D'accord. mais Martin, il est irrésistible. Ok. Oui, alors il est dans le film déjà, donc on imagine qu'il Ouais. qu'il est un peu comme ça aussi dans la. Ouais. On va découvrir ça. C'est Ouais. très attachant. On a beaucoup aimé. Ça va être sympa. Ça va être chouette. Carrément. Et puis on souhaite plein de bonnes choses pour ton film. Merci. Peut-être un prix, qui sait, pourquoi pas. Écoute, on verra. Pour l'instant, ça fait partie de mes préférés en tout cas de ce qu'on a vu en labo. Bah, c'est adorable, merci. Il y a aussi qu'on va recevoir. Ça fait mercredi. partie de mes préférés. Ça fait partie des Il y en a préférés. deux On a avec. deux, trois, on- Vas-y, mais dis-moi le. Avec c'est- le Vous aimez la film, mécanique des la fluides. mécanique des fluides. Ok, de je vais aller voir ça. La mécanique Gala des Hernandez fluides, Lopez. Labo, qui est sur un labo aussi. C'est le labo 4 et qu'on reçoit mercredi. Elle. C'est un 39 minutes, on la reçoit mercredi. Moi j'ai beaucoup aimé, ça parle. Ah, je vais essayer de rattraper ça aujourd'hui. Ça parle des incels et de tout. C'est une balade à travers Internet et c'est un montage expérimental qui comprend vraiment le média Internet et qui explore qu'est-ce qu'Internet et les relations hommes-femmes, mais pour les hommes un peu isolés et ce genre de choses. Et moi j'ai beaucoup aimé. Mais il y a C'est les deux films que j'ai le plus aimé. en labo, ouais, c'est mes deux préférés pour l'instant. Bon, On super. espère, on espère Super, vous voir super. primer. On va peut-être pas voir les autres lasos parce qu'on a beaucoup de séances aussi à Il faut qu'on voit d'autres choses. Faut qu'on voit d'autres choses, on peut pas faire que du. Il y a trop de films. Bah sur ce, à demain, 10h. À tous. Ciao. How do I deal with